Merci beaucoup. Donc, je vais offrir une reconnaissance du territoire. Ça sera en anglais, en français et puis dans ma langue tamashek. Donc, je vous invite vraiment à vous détacher des traductions parce que ça va être un peu à peu près la même chose que je dirais dans les trois langues. Et c'est vraiment pour pratiquer la reconnaissance et les relations que nous avons avec les territoires. En passant, je voudrais aussi saluer tous ceux qui ont contribué à cette discussion et aussi particulièrement les autochtones qui sont présents dans la salle. So I'm going to share a land acknowledgement which was built with my indigenous relations with whom I worked more than 300 hours. And I'm going to offer this land acknowledgement in my language, Tamasha, in French and English. Yemissina Numuya Kawas Hanartisukneda Shelida. Narashi ikalen nkalen nelasil winwar idwidar sin jeshituku biltadar nasheli. Awas numuskeli tuswa dar naramet nisalfel ti serin tinjerena idawahanar ilzemen fuk nena idnilla. We are so grateful for the Aramet project and all those who are affiliated with and contribute to this project and that we have been brought together for any purpose that supports Mother Earth and our entire family of beings upon Mother Earth. We acknowledge our knowledge keepers, our leaders, youth, and all who are in our circle we have convened and who have been so generous to contribute to that circle in a spirit of respect, kindness, reciprocity, and love. Nous reconnaissons nos territoires et nos eaux sacrées. Nous sommes si reconnaissants des connexions, obligations et relations que nous entretenons avec tous les éléments de la terre-mère, avec tous les êtres et esprits qui s'y trouvent. Merci à nos ancêtres d'avoir pris soin de ces terres depuis des temps immémoriaux afin que nous puissions bien y vivre. Donc ça, c'était un petit commencement, mais très important pour nous, autochtones, afin de pratiquer ce qu'est la reconnaissance territoriale. Maintenant, je vais commencer à partager mon écran, si vous me le permettez, et la présentation, proprement dite. Est-ce que vous voyez mon écran? Pourriez-vous me confirmer? Est-ce que quelqu'un peut me confirmer qu'on voit? On voit très bien votre écran, c'est parfait. Merci. OK, merci beaucoup. Donc, comme Leslie l'a annoncé, je vais principalement au cours de cette présentation vous partager notre cheminement, notre inspiration et peut-être nos défis aussi plus tard. Ça peut être la partie des questions à pouvoir mettre en place un projet aussi ambitieux qu'est Aramet, renforcer la santé et le bien-être grâce à la conservation dirigée par les autochtones et les relations durables avec la biodiversité. Donc, je vais d'abord vous présenter un peu le projet et ensuite on pourra passer plus à une mise à jour sur là où nous en sommes. Et je serai heureuse de partager tous nos défis et aussi le cheminement vers ce projet-là. Donc, une des phrases qui nous ont vraiment inspirés et qu'on a toujours gardé en tête, c'est celle-là: si la terre n'est pas saine, comment pouvons-nous l'être? Donc, c'est sûr qu'on a, plusieurs des intervenants pour la petite portion de ces journées de paix à laquelle j'ai assisté. On a entendu sous différentes formes un cri de la perte de la biodiversité
Et malheureusement, ce n'est pas seulement le fait d'un seul territoire, mais nous sommes tous dans le même bateau dans le monde. Donc, nous faisons vraiment face à une crise de la biodiversité. Des changements transformationnels doivent être développés. Malheureusement, jusque-là, nous avons vu des avancées, mais qui sont beaucoup plus fractionnées ou qui concernent, je renvoie à l'idée de l'éléphant que mon prédécesseur avait partagé. Donc, et c'est une compréhension beaucoup plus fragmentée de la nature ou de la crise de la biodiversité, mais on a besoin plutôt de comprendre ça de façon plus holistique. Et le projet Aramet avait pour objectif principal vraiment d'innover et d'apporter des changements transformateurs dans ce sens. Donc, c'est beaucoup plus la dignité et l'inhérence et l'interdépendance des peuples autochtones à la terre, la vie et les moyens de subsistance, la biodiversité, la durabilité, la gestion et le bien-être étaient des éléments qui ressortaient beaucoup dans nos discussions. Et bien que nous soyons limités par des conventions, que ce soit académiques ou politiques, et aussi de langue, parce que souvent la recherche ou les espaces où nous nous réunissons sont plus des espaces limités par certaines langues, je pense à l'anglais, au français ou d'autres langues parlées par nos collaborateurs. Notre équipe ici d'Aramet a proposé une approche plus holistique dirigée par les autochtones pour rechercher les interrelations entre la biodiversité et la santé et le bien-être. Donc, en un mot, Aramet, qui signifie dans ma langue un état de bien-être partagé. Il reflète notre vision holistique du monde. Et de nombreux concepts similaires, je vais les partager après, parmi ceux qu'on a pu récolter, aussi témoignent du fait que nous, dépendons les uns des autres. Nous avons aussi choisi de nous engager dans le projet Aramet dans un espace éthique. Donc, on se demande toujours quel aurait pensé le membre ou le partenaire issu de la communauté Yawanawa, de la communauté Karen, de la communauté Touareg, mais aussi quel serait l'impact de ce qu'on dit ou qu'est-ce qui aurait été fait, quelles sont les méthodologies, les connaissances, les cultures, les histoires à respecter relativement à ce qu'on fait. Donc, tous ces éléments-là sont des éléments d'illustration aussi de comment est-ce que nous pouvons développer des relations plus respectueuses en tant qu'élément de la terre-mère. Donc, la biodiversité mondiale décline, je ne vous apprends rien. Pendant ces journées de paix, vous avez entendu ça, mais il suffisait juste aussi d'ouvrir vos ressources d'information, que ce soit les médias ou autres, pour entendre qu'il y a un incendie par-ci, il y a une inondation par-là, et vous l'avez vécu aussi plus particulièrement, par exemple, en France cette année, mais c'est la réalité de beaucoup de territoires autochtones. Il y en a qui sont presque noyés, il y en a pour lesquels les saisons sont perturbées, et cela impacte différentes dimensions de leur vie. Donc, comme je le dis, ça impacte différentes dimensions de leur vie parce que la santé autochtone et la biodiversité sont étroitement liées et les peuples autochtones subissent malheureusement le plus grand fardeau de mauvaise santé du fait de l'impact du déclin de la biodiversité.
cela est vrai dans différentes situations et dans différentes localités autochtones. C'est pourquoi nous avons vraiment poussé pour une approche à la santé et au bien-être qui serait plus holistique pour prendre soin de la nature et de la santé et du bien-être des personnes. Parce que je me rappelle encore de la question initiale. Donc, comment pouvons-nous être en santé si la nature ne l'est pas? Donc, le projet Aramet, c'est près de 147 personnes qui représentent des communautés. Donc, imaginez, ces 147 personnes ont des communautés derrière elles, sont porte-parole de ces communautés, mais aussi, quand je parle de communautés, ce n'est pas seulement les communautés humaines, mais des communautés d'espèces différentes, parce que nous avons la responsabilité de parler pour ceux qui ne peuvent pas parler, pour les espèces qui ne peuvent pas parler, pour les représentations et les éléments de la nature qui ne parlent pas notre langage humain que nous comprenons tous. Il y a d'autres façons avec par lesquelles nous recevons ces messages-là. Donc, nous nous sommes mis ensemble entre organisations universitaires et nos alliés autochtones et nous cherchons à élever et à renforcer les droits autochtones et leurs voix et à générer des connaissances pratiques pour soutenir la nature et les gens. Donc, ce travail est guidé, en fait, par un espace éthique, comme je l'ai dit, le respect des relations entre les peuples autochtones et la nature et les différents systèmes de connaissances. Donc, nous avons vraiment poussé pour que différents systèmes de connaissances qui n'étaient pas amenés dans des espaces scientifiques soient reconnus dans ces espaces-là. C'est pourquoi nos équipes aussi sont très multidisciplinaires. Et quand je parle de multidisciplinarité, c'est à la fois les disciplines conventionnelles, mais également différentes connaissances autochtones qui sont considérées aussi, entre guillemets, comme étant des disciplines scientifiques à part entière. Quand je parle de la spiritualité, quand je parle de l'agroforesterie, par exemple, autochtone, je vais en parler plus tard. Donc, c'est aussi pour moi une multidisciplinarité dans le contexte de ce projet Aramet. Donc, de nombreux peuples autochtones ont des visions du monde, des croyances, des connaissances et des pratiques sur les relations sociales entre les gens et l'environnement. Et durant le développement de ce projet et maintenant dans la phase de la pratique de ce projet, nous avons beaucoup été guidés par ces façons de voir le monde. Et parmi ces façons-là, comme je vous l'avais brièvement partagé, nous sommes partis du concept Aramet. Comment est-ce que nous avons nommé le projet Aramet? Au début, nous avions un titre très conventionnel, mais nous nous sommes rendus que nous-mêmes, nous ne pratiquons pas ce que nous voulons, ce que nous promettons, ce pourquoi nous militons à travers ce projet-là. Donc, nous nous sommes réunis à nouveau et nous avons commencé une recherche sur un terme, un concept autochtone qui pourrait représenter plus l'idée du projet. Donc, en ce moment, c'est sûr qu'il y avait plusieurs concepts qui pouvaient représenter le projet, mais le concept qui était beaucoup plus atteignable et plus disponible pour nous était le concept Aramet qui vient de ma langue maternelle, le Tamacha, et qui est une langue parlée par le peuple Touareg, donc dans un territoire qui recouvre l'Algérie actuelle, le Burkina Faso, la Libye, le Mali et le Niger. Et il décrit un état de bien-être partagé par l'environnement, mais également les autres vivants, donc les animaux de toutes les tailles et les espèces, mais également nous les humains. Donc, son écriture dans notre langue antifinard, donc dans notre écriture traditionnelle, a aussi généreusement été partagée et c'est issu d'une consultation avec des aînés et des linguistes touaregs. J'ai seulement servi d'intermédiaire.
Ensuite, on a aussi le concept de Kaitiakitanga qui nous a été généreusement partagé par notre partenaire autochtone de Ataorewa en Nouvelle-Zélande, Carwyn Jones. Donc, ce concept décrit la relation avec l'environnement naturel, mais beaucoup plus l'intendance, donc la gestion et la tutelle, la façon dont la loi et la politique de gestion des ressources naturelles se fait au niveau du peuple maori en Nouvelle-Zélande. On a également chez le peuple Karen, notre partenaire passeur Traxin Pakong, qui est Karen, nous a généreusement expliqué comment se fait l'agriculture rotationnelle pratiquée par son peuple et d'autres peuples autochtones en Asie. C'est une intégration culturelle et physique de la forêt et de l'agriculture et qui met l'accent sur le lien entre les systèmes agricoles et l'écosystème. Et c'est tellement bien réparti parce que quand j'ai entendu aussi un des intervenants qui a, excusez-moi, je n'ai pas retenu vos noms, mais un des intervenants avait parlé de la justice et de la féminisation aussi, de la place féminine. Je trouvais que la façon dont cette agriculture se faisait aussi est respectueuse de l'inclusion et de la diversité parce que chaque membre de la communauté, qu'il soit femme, personne issue de la diversité de genre ou personnes vivant avec des handicaps, chacun avait son rôle dans cette agriculture et cela, je pense, aussi prenait avantage de toute la diversité de la communauté aussi. On a aussi toujours en Asie, l'agrobiodiversité. Donc, notre collègue et partenaire Vincent Eka nous partageait qu'ils avaient une certaine diversité et des techniques bien précises pour garder les semences. Et il nous a partagé le regret que les espèces de riz, par exemple, disparaissaient et que l'introduction des semences hybrides a eu un grand impact sur cette diversité de riz, par exemple, au sein de sa communauté, mais également sur un niveau plus ultime sur la sécurité alimentaire dans sa communauté. Ensuite, on a un autre concept qui est celui d'Aïlou, qui nous a été généreusement partagé par Alejandro Argumendo. Et c'est un concept qui parle beaucoup de devoirs et d'obligations communs à la famille et à la démarcation territoriale pour arriver à l'égalité pour tous les membres de la communauté. Donc, ça renvoie encore à la collectivité. Donc, on est plus dans une démarche du collectif, de ce qu'on pourrait amener ensemble et réaliser ensemble. Rien ne m'appartient, tout nous appartient. Donc, dans ce type de communauté autochtone, on parle moins de ce que je possède, mais on parle beaucoup, en parlant de la terre, de ce à quoi je dois contribuer, de mes devoirs, et beaucoup plus d'une partie de la continuité de moi en tant qu'humain ou en tant qu'autre espèce avec la nature. Notre sœur, désolée, ça ne se voit pas bien parce que je voulais avoir le plus de littérature avec le Zoom, on n'a pas l'option d'avoir nos notes en même temps. Donc, je mettais beaucoup plus les notes. Je sais que pour vous, dans la salle, c'est moins agréable. Mais notre sœur Maria Eugenia Choquet Quispe, qui est Aymara de la Bolivie, nous a aussi partagé le rituel pratiqué par les femmes Aymara de la Pachamama, qui est la terre-mère. Donc, toutes ces femmes apportent un repas, elles le mettent ensemble, elles partagent et ensuite le reste du repas est ramené à la maison. Si bien que personne ne va être affamé, tout le monde apporte sa récolte et
ce rite, en fait, ce rituel a aussi une dimension de célébration de la fécondité et de la reproduction, pas seulement de la terre-mère, mais également de la femme. C'est pourquoi c'est le domaine des femmes chez les Aymara en Bolivie. Notre sœur Jess Pop nous a aussi partagé la place de l'élan pour sa communauté. Donc, elle nous disait que l'élan est un cadeau pour eux et que c'est un cadeau qui est vraiment puissant, qui a été donné à leur communauté. Et elle a beaucoup parlé aussi de l'importance de la chasse pour lutter contre des maladies comme le diabète de type 2, qui sont, comme on le sait, des maladies qui sont arrivées avec le changement dans nos habitudes alimentaires. Avant, on devait chasser, donc c'est beaucoup d'énergie à dépenser pour pouvoir apporter un gibier, et on n'en apportait pas en masse, on ne gardait pas dans des réfrigérateurs, on prenait seulement ce dont on avait besoin. Et maintenant qu'on stagne, on devient des sédentaires, mais ça nous expose beaucoup plus à des maladies non transmissibles comme le diabète de type 2. On a aussi les connaissances pour la gestion de la pêche. Donc ça, c'est nos amis qui sont dans les bords des océans. Par exemple, notre partenaire Andrea Reed nous a aussi partagé l'importance du saumon et la place du saumon pour la sécurité alimentaire de sa communauté, mais aussi dans les cérémonies et la spiritualité. Donc, ce n'est pas seulement pour la sécurité alimentaire, ce n'est pas seulement pour manger, mais c'est beaucoup aussi plus pour la santé mentale, la spiritualité et la préservation des relations dans les deux sens avec la nature. Et c'est pourquoi, donc, à travers tous ces concepts que je viens de partager, donc, il est clair que le leadership autochtone est plus que jamais requis maintenant pour pouvoir avancer et proposer des solutions plus durables face à la crise de la perte de la biodiversité. Donc, dans de nombreux endroits du monde, les connaissances et les pratiques autochtones ne sont soit pas respectées ou peu respectées. Et nous, on pense et on y croit fermement qu'on a besoin d'impliquer davantage les peuples autochtones dans les espaces de décision, notamment les décisions relatives à la préservation de la terre, à la protection de la terre et des ressources, pas seulement de celles des communautés, parce que ça peut servir à tous. Et par exemple, on a beaucoup entendu ces derniers temps, pour ceux qui suivent l'information sur l'accaparement des terres, des communautés entières qui ont été chassés de leur territoire au nom de la conservation. Donc, avec tout ce que je vous ai expliqué, c'est clair que l'humanité a beaucoup plus à gagner à garder les autochtones vivant avec les territoires plutôt que de les chasser de ces territoires-là. Les peuples autochtones aussi au Canada et dans le monde font preuve d'un grand leadership solide en matière de gestion de la biodiversité. Malgré que rien n'est laissé à leurs mains, on fait à notre possibilité, à notre dimension, à notre échelle, et on se rend compte que plus de 5% de la population mondiale, selon les dernières statistiques que j'ai des peuples autochtones, ont su quand même conserver plus de 80% de la biodiversité mondiale. Donc, selon pas le tout dernier rapport de l'IPBES, mais un des rapports récents de l'IPBES. Alors, comme je vous l'avais promis, dans cette présentation, je vais aussi vous parler de concrètement ce que nous faisons dans le projet. Donc, la première partie était beaucoup plus vous parler de notre
de notre justification du projet, qu'est-ce qui nous a motivés, qu'est-ce qui nous a inspirés et qu'est-ce qui nous inspire tous les jours dans la réalisation de ce projet. Mais maintenant, concrètement, comment est-ce qu'on a pu mettre ça en œuvre? Parce que il y a une dimension quand même, on peut dire, idéaliste de pouvoir considérer toutes les questions impactant la santé et le bien-être dans un seul paquet. Donc, comme vous le voyez ici, à travers la ARAMET, donc l'état de santé et le bien-être. Donc, pour pouvoir vraiment mieux comprendre et avoir des groupes de travaux selon les compétences des gens, mais également pour pouvoir où on peut de façon réalistique travailler. C'est sûr que si nous mettons 147 personnes ensemble et leur communauté, ça va être difficile de pouvoir arriver juste en 7 ans, parce que ce projet est un projet de 6 ans, pardon, des résultats concrets, parce qu'on ne veut plus être dans les conférences seulement, dans les promesses seulement, mais on veut aussi apporter des résultats concrets. Donc, pour cela, on a scindé nos domaines, nos voies d'action en 10 voies d'action qui sont toutes déterminantes pour la santé et le bien-être des peuples autochtones. Mais vous allez me demander comment êtes-vous arrivé à délimiter, à déterminer, à définir ces voies-là. En fait, c'était pendant des consultations, on a réalisé des rencontres avec nos partenaires autochtones et nos autres partenaires pour pouvoir écouter la façon dont ils pensent qu'on pourrait y arriver, pour pouvoir écouter les éléments qui sont les plus prioritaires pour eux et qu'ils pensent qu'ils ont des actions concrètes sur leur santé et leur bien-être, mais également, quand je parle de leur santé, comprenez par la santé, le bien-être de façon plus élargie dans le sens de Aramet, donc celui qui est partagé avec d'autres éléments de la nature et la nature elle-même. Donc, en ayant fait ce travail de consultation et d'examen avec les peuples autochtones et nos autres partenaires, nous sommes arrivés à 10 voies pour pouvoir atteindre la Aramet. On a la voie 1, donc on les a appelées en anglais Global Transformation Pathways. Et la première voie, c'est de renforcer les systèmes alimentaires autochtones. Donc, je vais vous montrer après concrètement quelles sont les questions de recherche qui sont apparues jusqu'à présent et qui alimentent nos discussions au sein de ces voies de transformation. Donc, la première, c'est renforcer les systèmes alimentaires autochtones. La deuxième, c'est la reconnaissance des territoires fonciers autochtones. Ensuite, on a la reconnaissance des droits autochtones et l'utilisation durable, le soutien à la justice sociale et à la diversité de genre, la décolonisation dans l'enseignement des sciences et des techniques, le renforcement des économies et des moyens de subsistance autochtones de façon durable, T7, rétablir des relations de santé avec les espèces sauvages, T8, améliorer la sécurité de l'eau pour les peuples autochtones, T9, soigner les relations physiques et spirituelles avec la nature, et T10, promouvoir des approches autochtones au système de santé et à la guérison. Donc, ça, ce sont les espaces aussi qu'on a appelés des espaces de mobilisation des connaissances. Ça s'est fait à travers des groupes et actuellement, là où nous en sommes, c'est que dans cette première étape, nous définissons en fait les stratégies et les priorités des groupes. Donc, nous avons 10 discussions, 10 équipes qui travaillent ensemble actuellement, où nous avons des partenaires autochtones, des détenteurs de savoirs traditionnels, jeunes, hommes, femmes, personnes issues de la diversité de genre. Et nous avons des chercheurs aussi non autochtones et autochtones
Et nous avons des organisations partenaires, qu'ils soient étatiques ou des organisations des Nations Unies ou autres, qui se joignent à ces discussions. Et dans ces discussions, les peuples autochtones ont toujours la priorité de parole. Bien sûr, nous avons tous besoin les uns des autres, mais nous assurons que la priorité est donnée aux autochtones et que tout le monde est entendu, soit entendu pendant ces discussions. Donc, par exemple, comme je vous l'avais annoncé, on a des questions de recherche qui nous guident. Elles aussi, elles sont venues de nos partenaires et pendant nos discussions. Donc, pour ce qui est du renforcement des systèmes alimentaires autochtones, on sait que le système alimentaire traditionnel, y compris les sources végétales et animales, sont un déterminant bien connu de la santé des autochtones. Et la biodiversité aussi est importante pour ces systèmes alimentaires, mais les spécificités sont limitées. Donc, une des questions qui nous guide dans le travail de la voie 1, c'est quoi le rôle que peut jouer la biodiversité dans le renforcement des systèmes alimentaires autochtones? Parce qu'on parle de ça, mais concrètement, par quoi est-ce que ça se manifeste? Quelles sont les données? Quelles sont les méthodes? Donc, nous allons, à la fin du travail de la T1, rassembler des méthodes aussi de recherche et des boîtes à outils pour toute personne qui voudrait pouvoir travailler avec une communauté quelconque, en tout cas les communautés qui sont membres de notre projet. Et l'autre élément qui est intéressant, c'est qu'on a aussi un plan pour la souveraineté des données autochtones. Donc, c'est vrai que les partenaires autochtones contribuent, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on appelle open data. Donc, c'est vraiment, il y a, comme l'un des participants l'a dit, il y a tout l'aspect sacré aussi des connaissances qui est respecté. Et quand on dit sacré, ça ne veut pas dire qu'on ne touche pas, mais il y a des choses à faire pour pouvoir pratiquer ce type de connaissances, pas juste les citer comme ça, mais il y a des protocoles pour leur utilisation. Maintenant, pour la TD, par exemple, sur la reconnaissance des droits fonciers, aussi, on se pose la question, une des questions qui nous dirige, c'est comment l'accès aux terres peut-il contribuer à la biodiversité et au bien-être des autochtones? Pour la T3, qui est sur la reconnaissance des droits autochtones à l'utilisation durable, on a une des questions qui est quels sont les coûts de la criminalisation de la récolte de subsistance et de l'exclusion de l'accès aux espèces, habitats et lieux d'importance pour la santé et le bien-être. Pour la T4, soutenir la justice sociale et la diversité de genre, comment les politiques de justice sociale, y compris la reconnaissance de diversité identitaire de genre, peuvent-elles améliorer la conservation de la biodiversité et le bien-être de la santé des autochtones? Ensuite, pour la T5, on a décolonisé l'enseignement des sciences et techniques. Donc, comment l'inclusion des connaissances traditionnelles autochtones ou des savoirs autochtones dans les sciences et techniques peut-elle améliorer les approches à la conservation de la biodiversité et de la santé? Pour la T6, renforcer les économies et les moyens de subsistance autochtone durable. Et puis là, on a une de nos questions qui nous guide est quelles innovations économiques et quels instruments politiques soutiennent la diversité et la santé, le bien-être. Pour la T7, on a rétablir des relations saines avec les espèces sauvages et pour cela, on est guidé par plusieurs questions. Donc, quel type d'informations peuvent être générées sur les schémas de maladies, leurs risques perçus? Quelles sont certaines règles, lois coutumières ainsi que les pratiques exemplaires judicieuses concernant le suivi, y compris la surveillance et la gestion de la propagation des maladies et de leurs risques pour la santé humaine?
Et là, c'est vraiment d'actualité avec les questions de COVID. Donc, on sait qu'il y a une relation étroite entre les maladies zoonotiques et les maladies humaines. Donc, les maladies zoonotiques, les maladies animales transmises à l'homme. On a T8, améliorer la sécurité de l'eau pour les peuples autochtones. Et là encore, comment les droits autochtones et les modes d'accès à l'eau affectent-ils la biodiversité et les impacts pour la santé? On sait que dans nos droits, donc dans les ordres juridiques autochtones, par exemple, pour ce qui est de l'eau, il y a des codes qui régissent clairement l'accès à l'eau, même dans des situations où l'eau est comme au Sahel et au Sahara d'où je viens, donc dans l'accès à l'eau. Donc, même si c'est une ressource rare, on la partage et c'est comme ça qu'on a su garder des bonnes relations et ça fait vraiment c'est très pertinent, je pense, pour ces journées de paix de Normandie parce qu'il y a beaucoup de conflits qui arrivent par rupture de ces lois coutumières qui régissaient la façon dont nous partagions avec d'autres communautés et d'autres vivants des ressources rares comme l'eau. La T9, donc soigner les relations physiques et spirituelles avec l'eau, avec la nature, pardon. Quels sont les avantages de la gestion de la nature pour la santé et le bien-être? En quoi le bien-vivre protège-t-il la santé et la biodiversité? Donc, le bien-vivre spirituel, émotionnel et mental. Pour la T10, promouvoir des approches autochtones au système de santé et à la guérison. Donc ici, il y a des questions comme comment les incitations à favoriser la biodiversité peuvent-elles améliorer les soins de santé et les résultats sanitaires? Quelle synergie existe-t-il dans la guérison des gens, la guérison de l'esprit et la guérison de la terre? Donc souvent, il y a beaucoup en tout cas, certains pays ou certains espaces ambitionnent et sont très audacieux de penser ou de réviser leur politique afin que des pratiques autochtones soient amenées entièrement et fassent partie du système de santé, en tout cas pour au moins les espaces fréquentés par les autochtones. Et cela n'est pas fait au hasard, donc il y a des questions derrière, il y a des raisons derrière qu'on pourrait développer davantage et on espère que dans les méthodes et les outils qu'on aura apportés, par exemple pour la T10, cela pourrait contribuer à l'élan de ces politiciens ou de ces décideurs pour pouvoir mieux avoir des approches où des systèmes de santé sont plus inclusifs. Donc voilà, j'ai un peu parcouru non seulement ce qui nous a motivés et ce qui nous motive tout au long du développement du projet de recherche Aramet, mais j'ai aussi donné quelques illustrations et concrètement comment est-ce que nous mettons en œuvre ce projet jusque-là qui est vraiment à sa phase initiale, pardon. Donc, nous, quand je dis nous sommes, si je ne l'ai pas dit clairement, je le répète, donc nous sommes tout d'abord un ensemble de leaders autochtones, de représentants de communautés autochtones de 7 régions socioculturelles, donc Asie, Arctique, Afrique, Pacifique, Europe de l'Est, Amérique du Nord. Donc, nous nous sommes mis ensemble, mais on a aussi des chercheurs chevronnés dans les 5 régions du monde et nous avons des gouvernements. Malheureusement, pour l'instant, on n'a que le gouvernement du Canada et des gouvernements provinciaux et territoriaux, mais tout le monde est bienvenu à rejoindre l'initiative. Si vous êtes prêts à respecter
notre éthique et la façon dont nous nous mettons ensemble. C'est ce qui régit vraiment notre collaboration. Et nous entendons générer à la fin de ce projet de 6 ans, qui vient juste de commencer, des cadres culturellement appropriés pour définir et décrire les interconnexions entre la biodiversité et la santé et le bien-être, des indicateurs et des méthodes de suivi et d'interprétation des modèles, des tendances et des points de basculement, la modélisation des innovations et des solutions. Excusez, il y a la double voix de ma fille. Elle répète ce que je dis. La modélisation des innovations et des solutions pour la conservation de la biodiversité et les soins des personnes dans les zones dites chaudes. J'ai pris l'exemple des cas d'éviction des populations autochtones en Tanzanie, mais bien ailleurs. Donc, comment est-ce qu'on peut montrer concrètement ce que c'est que une conservation de la biodiversité dirigée par les autochtones? Ça a l'air de quoi? Parce que beaucoup de gens veulent le faire, ont la volonté, mais souvent c'est la façon de le faire qui manque. Donc, un de nos objectifs primaires vraiment dans ce projet, c'est aussi de modéliser. On a aussi des principes de conception applicables pour renforcer la gouvernance holistique de la biodiversité, de la santé et du bien-être qu'on voudrait développer d'ici la fin de ce projet. Donc, à la tête de ce projet, j'ai l'honneur de présenter les autres membres de mon équipe de co-principaux chercheurs. Il y a Dani Kabili Little Child qui vient du traité 6 de Hermeskin. Il y a Chéri Pictou qui vient du territoire Mi'kmaq. Et donc, nous sommes les 3 autochtones. Et il y a Brenda Parley qui est notre principale investigatrice et qui n'est pas autochtone, qui vient de l'Université d'Alberta, des sciences de l'environnement. Il y a le docteur aussi, elle est docteur, on est presque tous des docteurs. Donc John O'Neill qui vient de l'Université Simon Fraser, qui est prof de la santé mondiale et autochtone. Et on a aussi Murray Humphrey, qui est professeur à l'Université McGill et qui est directeur du Centre autochtone pour la nutrition et l'environnement, donc CINE. Voilà, mais nous avons aussi sur cette carte, au-delà des dirigeants, des personnes qui ont fait que ce projet existe et qui contribuent tous les jours au projet, mais aussi au-delà de ces personnes, leur territoire et toutes les sagesses et connaissances que leur territoire leur ont communiquées et leur communiquent, par lesquelles ils contribuent à ce projet. Donc, vous pouvez voir la carte de notre projet. Et pour plus d'informations pour le projet, je vais vous partager plus tard pendant la discussion notre site web. Et s'il y a des questions ultérieurement, au-delà même de cette présentation, je vais en prendre quelques-unes quand même. Mais au-delà de la présentation, vous pourriez toujours nous envoyer vos questions, votre curiosité, vos contributions. Ça nous fait toujours plaisir de collaborer avec d'autres personnes dans le monde, autochtones ou pas autochtones. Merci, Tanem, merci.